Smart et Réglo, notre focus juridique, comme chaque jour, un avocat, un expert juridique pour parler de sujets qui nous concernent, qui vous concernent, vous, chef d'entreprise. On parle aujourd'hui avec Arnaud de Villiers de l'Isle-Adam du pacte d'associés. Alors, ceux qui n'ont pas créé leurs entreprises ne connaissent peut-être pas, mais ceux qui l'ont créé ont forcément entendu parler ou ont utilisé ce pacte d'associés. Arnaud, merci d'être là. Comment ça marche? C'est quoi un pacte d'associés d'abord, pour commencer par le début, pour faire un petit cours de droit version licence? Alors un pacte d'associés, c'est donc un contrat qui va être mis en place entre plusieurs associés et qui va permettre d'organiser en fait leur rapport politique et financier et pour, on va dire, organiser à la fois l'entrée d'un nouvel associé, nouvel investisseur, la vie sociale et également sa sortie, puisque évidemment, un investisseur a vocation à sortir à terme de la société. Voilà, donc c'est ça. Pacte d'associés, comme on le dit, on fait un pacte, donc on s'associe sous forme de contrat, on se met d'accord sur des règles, c'est ça? Je veux investir dans cette entreprise, je voudrais mettre de l'argent, il faut bien qu'on organise tout ça? Oui, alors tout à fait. Alors initialement, les pactes avaient été mis en place, on va dire historiquement, dans des sociétés familiales ou dans le cadre de création de joint venture, où vous aviez donc deux sociétés qui voulaient créer une structure commune, donc on voulait organiser un petit peu ça. Aujourd'hui, c'est redevenu très à la mode dans les logiques d'investissement, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui énormément de sociétés qui souhaitent faire appel à des investisseurs extérieurs, puisqu'ils ont besoin d'argent frais, et on ne peut pas toujours, sur une société naissante, je dirais en développement, utiliser uniquement sa trésorerie, on va avoir besoin d'une puissance de frappe, donc on va évidemment faire appel à des investisseurs extérieurs. Et donc, dans le cadre de l'entrée de cet investisseur, on va devoir cadrer les choses au maximum, parce que quelque part, on fait un peu rentrer le loup dans la bergerie. Ah oui. Et il va falloir très clairement que les choses soient cadrées pour éviter des problèmes par la suite. Donc, on vient mettre en place un pacte qui va donc être extra-statutaire, c'est-à-dire que vous avez les statuts de l'entreprise, et on vient mettre en place un contrat très spécifique à côté de celui-là, et qui va donc rentrer un peu plus dans les détails des rapports entre les associés. Et le caractère extra-statutaire a une véritable importance. Il investit, on cadre sa présence dans l'entreprise et le fait qu'il puisse intervenir ou pas dans la stratégie de l'entreprise, dans des choix stratégiques. Il intervient ou il n'intervient pas? Ça dépend de ça dépend de ce qu'il met sur la table. Alors pas forcément de ce qu'il va mettre sur la table, mais ça dépend de ce qu'on va mettre dans le pacte. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des investisseurs qui vont mettre énormément, mais qui vont être relativement dormants. C'est ça. Et puis à contrario, vous pouvez avoir des investisseurs qui ont moins investi, mais qui veulent véritablement intervenir, avoir une ingérence, enfin pas une ingérence, mais en tout cas un regard concret. Un regard concret. Et donc il se place quoi? Au conseil de surveillance, il se place au COMEX, ça peut se passer à tout moment, je dirais, de la vie de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place des clauses qui vont avoir attrait au vote. C'est-à-dire qu'on va permettre d'avoir des droits de vote supplémentaires, on va avoir des droits de veto, on va mettre en place des majorités qualifiées. Voilà, tout ce genre de choses qui vont permettre à l'investisseur ou à d'autres associés d'avoir un droit supplémentaire dans la société. Ça peut aussi se traduire par un droit d'information supplémentaire, parce que normalement la loi, elle limite les informations auxquelles un associé a le droit dans la vie sociale. Et bien dans ces pactes-là, on va pouvoir avoir accès à tout. Voilà, on va pouvoir leur donner accès à des informations supplémentaires, ce qui peut être intéressant pour eux. Vous qui êtes juriste expert à SVP information décisionnelle en droit des affaires, parce que je ne vous avais pas présenté, Arnaud, ça a quel avantage et quel inconvénient? C'est-à-dire qu'à la fois, moi, je suis du côté chef d'entreprise, j'ai de la trésorerie fraîche, mais en même temps, il y a quand même quelqu'un, comme vous dites, qui rentre dans la bergerie et qui, à tout moment, peut prendre le contrôle de mon entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas derrière une stratégie à deux bandes quand on fait un pacte de... Justement, c'est tout l'intérêt de mettre ça en place. Et le pacte, il est évidemment pour protéger tout le monde. Il est là pour protéger l'investisseur extérieur, mais il est surtout là aussi pour protéger les associés fondateurs qui, souvent, vont être relativement obnubilés par le côté un peu business de leur entreprise, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument développer leur boîte, mais ils ne vont pas être assez regardants sur l'aspect juridique des choses, sur ce qui va se passer par la suite, et notamment au niveau de la sortie, parce que c'est vrai qu'on pense beaucoup à l'argent qui rentre, mais il ne faut quand même pas oublier qu'un investisseur, quand il rentre dans une société, il ne pense qu'à une seule chose, c'est la sortie. C'est-à-dire qu'il va récupérer du capital plus le gain, évidemment. Évidemment, le but c'est de récupérer son investissement, évidemment beaucoup plus, et surtout
voilà, on est vraiment dans des logiques de sortie, pas court terme, mais moyen terme. C'est dangereux d'ailleurs, hein, entre la logique de l'investisseur court-termiste, on le voit là très récemment chez Danone par exemple, et puis une entreprise qui travaille sur le long, voire le très long terme. Là ça bug. Alors, c'est pour ça qu'il faut trouver des intérêts concordants, être lucide quant aux intérêts de chacun. C'est pour ça qu'il faut bien cadrer ça dans le pacte en lui-même. C'est la rédaction du pacte. Là, c'est l'expert juridique. Il n'y a pas plus cousu humain qu'un pacte d'associés. C'est du sur-mesure pour chacun. Pur sur-mesure. On va pouvoir y mettre énormément de choses. On va pouvoir y mettre, on va pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus spécifique sur des points très précis. Ce qui compte, c'est véritablement la rédaction des clauses techniques, aussi du préambule, c'est-à-dire que c'est très souvent négligé dans les pactes d'associés, la rédaction du préambule qui va venir dire un petit peu quel est l'état d'esprit finalement des parties. C'est la philosophie. La philosophie du contrat, ce vers quoi on veut aller, ce vers quoi on tend, et ça c'est très important parce que le juge, dans l'hypothèse d'un contentieux, parce que comme tout contrat, il y a du contentieux. Il y a du contentieux, et bien le juge va très souvent utiliser ce préambule pour bien comprendre quelle est la volonté des parties. Et c'est à l'aune de ce préambule-là qu'il va justement donner sa décision. C'est pas du droit, là, c'est presque de la philosophie du droit. En tout cas, dans cette partie, introductive. Après, évidemment, dans la deuxième partie, on est sur quelque chose de beaucoup plus technique et qui va, on va dire, régler très spécifiquement les rapports entre les associés. Arnaud, juste une question avant de nous quitter. Je suis investisseur, j'ai mis dans mon pacte d'associés, dans la clause rédigée, une rentabilité de sortie. J'exige 20%. Il s'avère que vous êtes l'entreprise et malheureusement, vous n'avez pas réalisé l'objectif. Est-ce que je me retourne vers le juge en disant la clause n'a pas été respectée? Alors, ça dépend. Dans l'absolu, si la clause existe et que l'investisseur a mis en place une clause de sortie qui lui permet de récupérer une certaine somme, il peut l'exiger. Il peut l'exiger dans une certaine limite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que cette clause soit considérée comme léonine. Donc, il y a quand même des limites. Mais on remarque dans la jurisprudence que pour que ces clauses-là, justement ces clauses de restitution, de prix, etc., soient considérées comme léonines, il faut vraiment y aller très fort. Léonine, quelle définition vous y donnez à ce joli mot? Léonine, on peut considérer ça comme une clause abusive. Et c'est le terme qu'on utilise en droit des sociétés pour qualifier une clause vraiment abusive. Et c'est vrai que la jurisprudence montre qu'il faut vraiment qu'elle soit très abusive pour qu'elle ne soit pas applicable. C'est pour ça que les associés fondateurs, quand ils font rentrer un investisseur, il faut vraiment qu'ils soient très vigilants dans la rédaction, parce qu'on peut se retrouver à la sortie, parce que c'est quelqu'un qui exige l'encaissement. Qui exige l'encaissement et on ne pourra absolument rien faire et on se retrouve finalement avec au départ une volonté de développer la société. Finalement, ça l'appauvrit. Avec de l'argent frais, et bien évidemment, si jamais on négocie mal ces clauses, on se retrouve avec un appauvrissement et voire même des sociétés qui peuvent se retrouver en difficulté. Donc ça, c'est un vrai sujet avec les fonds voraces qui repèrent des entreprises et qui vont les vider de leur substance très vite. Exactement. Il faut pas perdre à l'esprit qu'évidemment, les entités qui investissent dans les startups, dans ces sociétés, je dirais, en développement, sont des fonds d'investissement, sont des sociétés de capital risque. Qui peuvent parfois dépecer la société à terme et c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre en place des pactes. C'est très important d'organiser les rapports et surtout être très vigilant quant à leur rédaction. Merci Arnaud de Villiers de l'Isle-Adam, juriste expert en droit des affaires chez SVP. Information décisionnelle, je l'ai bien dit. C'était un plaisir de vous accueillir. J'ai appris plein de choses sur ce pacte d'associés. Tant mieux. Vigilance et prendre son temps. Grande vigilance. Je pense qu'il faut prendre son temps. Et pointilleux. Et pointilleux, voilà. Être accompagné, c'est très important. Et être accompagné, on a bien entendu le message. Merci Arnaud. On fait une petite pause café. Ça a dû vous arriver, vous, expert juridique en droit des affaires, ces fameuses visios à longueur de journée. Vous changez de support informatique en fonction des clients. C'est l'enfer. Fanny Griesmer nous explique tout. La visio, ça l'a rendu KO.